Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un agenda très chargé devant nous parce qu'on veut parler de plein de choses. L'Internet of Things ou l'Internet of Threats, comme on l'appelle, depuis qu'on a commencé à étudier qu'est-ce qui se passe dans ces affaires-là. Mais premièrement, on va commencer par se présenter pourquoi on est ici pour vous parler de l'Internet des choses. Donc, bonjour à tout le monde, je m'appelle Thomas Dupuis, je suis malware researcher chez i7. J'aime beaucoup passer de temps à résoudre des challenges, d'où ma participation à de nombreux CTF. Et j'essaye aussi de contribuer à des projets open source qui tournent autour du reverse engineering ou encore du malware. Quant à moi, je suis Olivier Bilodeau. J'étais, au moment où j'ai fait la recherche malware researcher chez i7. J'ai changé récemment d'emploi. Je travaille maintenant pour GoSecure en recherche en sécurité ou en cybersécurité. Cyber. J'ai enseigné un petit peu à l'ETS. C'est toi qui fais ça? Il y aurait du son à peut-être tweaker, s'il vous plaît. J'ai aussi travaillé avant, là, mon background Linux, dans le fond, qui est beaucoup l'Internet des choses, on ne va pas se le cacher. J'ai travaillé chez Inverse à développer PacketFence, qui est une solution d'accès réseau bâtie sur Linux. J'ai été admin réseau chez Bell Canada et j'ai aussi été sysadmin là-bas. J'ai cofondé Montréac, qui est des workshops de sécurité qu'on fait à Montréal, on était tanné des talks, des présentations, on voulait faire du hands-on, donc 3 heures de hands-on technique, c'est Montréac. Puis aussi, j'anime le Hacker Jeopardy à chaque année à NordSec. Et je l'ai fondé. Donc, Thomas va nous couvrir l'agenda. Donc, notre agenda aujourd'hui, on va commencer avec Lizard Squad, qui est des botnets pour les script kiddies, qui a fait beaucoup couler d'encre. On va ensuite passer par Moose, qui est un animal assez étrange. En suivant, on verra des exploit kits et Airbrut, qui sont 2 types de menaces qui arrivent à changer le DNS des routeurs. Et pour finir, une conclusion avec quelques conseils pour éviter la plupart de ces problèmes. Donc, quand on parle IoT, ce sont généralement des périphériques qui sont connectés. Donc, par exemple, partant d'une poêle à cuisiner à une ampoule électrique ou encore un frigo ou même des cafetières qui permettent de récupérer les mots de passe des réseaux Wi-Fi. Mais aussi des choses un peu plus bizarres comme Baisse pour l'avoir moins dans ton bouche. Des choses un peu plus bizarres comme des détecteurs sur des couches pour enfants ou encore des cups qui permettent d'aider ou de faire des statistiques sur les menstruations des femmes et même pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi c'est important de regarder ces menaces-là? Premièrement, c'est dur à détecter. Donc, il n'y a pas d'antivirus, il n'y a pas de solution de sécurité classique qui roule sur ces périphériques-là. Aussi, ça interagit directement avec l'extérieur des réseaux. Donc, c'est rare qu'on les a en ligne. Donc, on peut capturer les paquets ou on a une visibilité réseau sur ces périphériques-là. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers points. Le deuxième point, c'est remédier. Donc, il n'y a pas de système d'exploitation classique. Il y en a un, mais on n'a pas accès. Donc, on a seulement que l'interface web limitée. On n'a pas de shell pour aller faire une investigation complète comme on peut le faire sur Windows ou Linux ou Mac. Donc, ça, c'est un problème parce qu'on ne peut pas donner de conseils précis pour dire à ses parents comment remédier une infection, comment aller investiguer. C'est difficile à fixer parce que les vendeurs ont abandonné souvent les versions d'OS qui ont shippé. Donc, un routeur va être patché pendant 1 an, gros maximum, s'il est patché ever. Même chose pour les ampoules électriques connectées, j'imagine, les frigidaires aussi. Puis aussi, c'est quelque chose que les bad guys ont commencé à regarder à cause que c'est vraiment un état misérable de sécurité, une posture risible. Donc, c'est facile de bâtir un botnet, puis tout le monde s'en fout, dans le fond. Si ton routeur Internet est infecté, puis qu'il ne se passe pas grand-chose, qui a un gros impact pour le fournisseur Internet, personne ne va réagir. Toi, tu es infecté, tu ne le sais pas. Puis, on va voir le genre de payload dont vous pouvez être la victime à travers les menaces qu'on va couvrir. C'est réel aussi, c'est pas de la bullshit. Il y a plusieurs cas qui ont été disclosés dans les dernières années. Il y a beaucoup de DDoSers. Donc, demain matin, je sais qu'il va y avoir un talk sur le DDoS. Donc, il devrait avoir un recoupement intéressant. Puis, les choses ne font que s'empirer. Si on couvre certaines de ces nouvelles-là, Encapsula a parlé d'une attaque de grande masse sur les routeurs à la maison.
Sality, qu'on va couvrir plus tard, dans le fond, avec Win32 AirBrut, drop une nouvelle composante qui fait un DNS changer, donc qui vise spécifiquement les routeurs. Puis ça a des conséquences intéressantes que Thomas va nous expliquer. Ensuite, on croyait que c'était juste Linux qui était affecté, mais FireEye a publié sur un rapport sur Sinful qui attaque les routeurs Cisco. Donc, ils roulent une plateforme custom à eux maison. Donc, les opérateurs, les criminels, dans le fond, écrivent même du malware pour ces architectures-là qu'on croyait peu ciblées. Finalement, Linux Moose, un autre cas d'une longue investigation qu'on a fait, qu'on va couvrir. Et finalement, récemment, il y a eu un Symantec qui a publié sur Wi-Fatch, qui est un routeur, un botnet gentil qui nettoie l'Internet of Things. Donc, on voit que la situation est tellement bad, tellement grave, que même les méchants veulent se nettoyer entre eux, enlever les autres malwares pour laisser le leur, parce que, bon, je vais faire le gentil, puis je vais nettoyer l'Internet. Mais là, on parle de tout ça, puis on regarde, puis là, on n'a toujours pas parlé de frigidaire ou de cup menstruel qui était compromis. Donc, est-ce que c'est réellement par rapport au IoT? Ben non, c'est pas le IoT, pas en tout. Ce qu'on a vu réellement, là, concrètement, c'est le IoT, c'est du dommage collatéral pour l'instant. Qu'est-ce qui est affecté? C'est ça. C'est les routeurs sans fil, ou comme on peut mieux les représenter pour ce qu'ils sont en termes de sécurité, une grosse pile de vidange. Donc, aujourd'hui, on vous a accroché avec IoT, mais le reste du talk, ça va être pour du malware qui affecte les routeurs, parce que c'est ça qui existe, c'est ça qu'on voit sur Internet. On n'en voit pas qui est juste ciblé sur les IoT. Commençons. Donc, Lizard Squad, une gang de trolls sur Internet, des script kiddies, si on veut, là. Sont un groupe de black hat, là, vraiment sans vergogne. Ils font beaucoup de déni de services distribués. Ils ont attaqué famously le PlayStation Network puis Xbox Live à Noël l'année dernière, le matin, juste pour fâcher tout le monde. Ça a vraiment fait les nouvelles puis tout. Ils ont par la suite fait des menaces de bombes. Donc, le dirigeant de Sony qui s'occupe de la division des jeux vidéo, il était en avion, puis ils ont fait semblant que lui avait mis des bombes dans un avion. Donc, son avion a été atterri d'urgence. Lui a été investigué par la FBI. Il s'est fait swatter chez lui à plusieurs reprises. Donc, c'est toute cette gang-là qui font ça. C'est vraiment des méchants garçons. Il y en a 6 qui ont été arrêtés en août. Donc, comment on pourrait qualifier ce genre de groupe-là en français? C'est des cyberchenapans. Donc, ils sont pas vraiment hardcore, sont pas black hat, pur et dur. C'est plus des « Ah, mon coquin, une chance que t'es mineur, petite tape ses doigts. » Donc, ces gars-là, ils roulent en malware sur des routeurs, des routeurs en général, dans le fond. Fait que les autres stressors roulaient sur des routeurs. Pour un vendeur d'antivirus, dans les faits, c'est ce genre de nom de détection-là. Donc, Linux GavGit, Powbot, Hydra, Kton, Cred, Light Hydra. Il y a plein de forks. Pourquoi? Parce que le code source était public, a été disclosé. Donc, il y a plusieurs membres de ces communautés-là qui sont virtuelles, hein, comme Anonymous. T'sais, moi, je peux dire que je suis dans Lizard Squad si ça me tente. Puis peut-être que je vais connaître les gars, peut-être pas, c'est pas grave. Donc, on se vole du code, on fait des améliorations. Puis là, on change assez le code que à des fins de détection d'antivirus. Ah, c'est assez changer le code que le nom il a changé. Des fois, on miscatégorise les menaces. C'est compliqué. Donc, voici un extrait dans le code. Ils font un petit peu de prose, puis ils se trouvent clever. Là. Very universal, but it will work on almost anything you want it to work. Donc, c'est pour ça que le IoT est un dommage collatéral. Qu'est-ce que ça veut faire? Ça fait un scanner telnet, donc pour essayer de se spreader, de se propager, pardon. Aussi, dans la version de base, là, celle qui a le moins de features, du flood UDP, TCP, junk puis hold. Donc hold qui va garder du TCP ouvert puis qui va juste faire niaiser le serveur. Si on regarde un peu le code source pour voir la qualité des gens, c'est écrit un peu petit, mais en fait, la condition d'arrêt du botnet, c'est lol no GTFO. Donc lol no get the fuck out, ça quitte le botnet. Fait qu'il y a plein de petites choses drôles comme ça qu'ils ont mis dans leur malware. Si on regarde le code côté serveur, qui a leaké aussi, c'est écrit ici « Welcome to the ball pit, now with refrigerator support ». Donc maintenant, on sait que le code du serveur peut supporter
les réfrigérateurs. Donc, rouler sur ARM, MIPS, PowerPC. On a vu aussi des variantes sur SuperH. Je ne sais même pas qu'est-ce qui roule sur les architectures SuperH, mais ce malware-là peut. Je ne connais pas rien d'autre qui roule là-dessus. Peut-être des caméras. Vous venez me voir après, je suis curieux, qu'est-ce qui roule SuperH. Donc, ces gars-là, comment ils font pour rentrer, comment ils infectent? Shell Shock, des Credential, Brute Force, SSH et Telnet. Là, je dis Brute Force, mais je l'utilise un peu de façon lousse. Dans le fond, ils ne vont pas pogner un IP puis essayer absolument de trouver le mot de passe. Ils vont avoir une liste de mots de passe assez courte, puis ils vont scanner l'Internet au complet. Donc, essayer admin partout, c'est plus payant que d'essayer d'avoir un compte qui pourrait être locké down. Shell Shock, on va regarder de quoi ça a l'air le payload. Donc, c'est un CGI bin avec un user agent qui a la vulnérabilité de Shell Shock dedans. Le payload ici, c'est un wget qui va chercher un script sur un tiers. Donc, j'ai mis le domaine, là, juste pour for the lols, je ne l'ai pas enlevé. Puis qui pipe ça dans SH, donc qui va faire que ça va rouler dans un shell. Ce script-là qui est fetché par wget est un installer qui va essayer de downloader toutes les variantes au cas où, parce qu'il fonctionne en mode YOLO. C'est-à-dire, on va downloader toutes les architectures, puis on va toutes essayer de les exécuter. Puis, si la bonne architecture, elle va partir, puis elle va rouler. Pour des analyses de malware, c'est cool parce qu'on va avoir la variante x86 qui est plus facile à analyser parce que les outils de rétro-ingénierie sont plus puissants. C'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. C'est vraiment du YOLO mode malware operator. Les autres variantes qu'on a vues, donc, il y en a qui ont ajouté support pour HTTPS, donc ils sont capables de DDoSer au niveau applicatif des sites HTTPS. Puis il y en a aussi qui ont implémenté du Cloudflare Protection Bypass. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça a l'air un peu de ça. Donc là, je vous ai montré à gauche, vous ne voyez pas vraiment, c'est juste pour que ça ait l'air sérieux et que c'est backé par de la vraie science. À gauche, on voit la string Cloudflare dans le milieu du graphe, puis le gros graphe de la fonction qui implémente le Cloudflare Bypass. Là-dedans, on sait qu'il faut émuler du JavaScript. Donc Cloudflare utilise du JavaScript, un espèce de défi technique en JavaScript que le browser doit absolument rouler puis répondre au challenge. Donc, eux ont implémenté en C, dans le fond, de façon de résoudre le défi. Donc, ils peuvent faire semblant qu'ils ont un vrai interpréteur JavaScript puis bypasser la protection de Cloudflare. Est-ce que c'est sophistiqué? Bah, tu sais, le Cloudflare bypass, oui, mais c'est peut-être même pas eux qui l'ont fait. C'est pas sûr, c'est pas clair. Mais côté serveur, en tout cas, ils n'étaient pas sophistiqués parce qu'ils se sont fait breacher, donc probablement du SQLi. La database a été leakée. On a accès à public sur Internet. Donc, les passwords étaient en plein texte. Donc, il y a plein de criminels ou de script kiddie qui sont dans ce leak-là, qu'on sait maintenant leur password et leur username. Fait qu'on pourrait les essayer sur d'autres sites, mettons, qu'on serait pas gentil. Puis non plus, dans le sophistiqué, si on se log sur le IRC du Command and Control Server, on voit que la liste le nombre de users sur le IRC est disponible. Donc ici, on voit qu'il y avait 2085 clients sur ce micro botnet-là. On voit aussi les nicks des botmasters. Puis si on join les bons challenges, les channels, on voit aussi qui est-ce qui cible. Puis dans les cibles, on voit surtout du gaming-related stuff. Les gars, c'est vraiment, là, ils fit vraiment le profil. Donc, ils targetent du DSL, du câble, donc sûrement des gens qui sont en train de perdre à Warcraft contre. Ils ciblent du game hosting companies, donc des compagnies spécialisées en game hosting. On a vu du Blizzard aussi se passer. Donc, c'est vraiment genre, je suis en train de perdre, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma game sans être bon à mon jeu? Finalement. J'espère qu'il n'y a personne de Lizard Squad dans la salle. Donc, Lizard Squad, c'est une menace réelle. C'est ça qui est plate. C'est qu'on envoie énormément de ce genre de malware-là, malgré le bas niveau de sophistication. T'sais. Donc, ce que ça veut dire, vous allez voir à la conclusion ce qu'on va dire, mais c'est vraiment un peu plate que ça marche autant. Donc, Linux Moose, on l'a trouvé en novembre 2014. Analysé en profondeur en début 2015, puis on a publié un long rapport là-dessus en mai 2015. Si on commence à disséquer l'animal, donc à regarder son ADN, plein de jokes clever comme ça d'animal. Vraiment du fun. Donc, Linux Moose, pourquoi on l'a appelé comme ça? C'est à cause que dans l'exécutable, il y avait Elan, qui était le nom du fichier du wget qui était fait sur le serveur à sa reproduction. Donc, on a vu Elan, puis on s'est dit, ça nous prend quelque chose de local, de canadien, de cool. Fait qu'on a pensé à Moose. Donc, par contre, l'Internet étant fabuleux, surtout /dot, quand on a publié puis que ça a fait les nouvelles, il y a des gens qui nous ont suggéré d'autres origines du nom. Ils n'aimaient pas notre théorie de l'orignal. Donc, on a eu le Lotus Elan, qui est un auto de l'Angleterre, qui est une possibilité.
Ou sinon, un band rock slovaque des fin des années 60 qui s'appelle Elan. Donc, peut-être que le malware est un hommage à ce band-là. On ne sait pas. Ça donne pas trop grand-chose de s'attarder à ça non plus. Donc, Linux Moose, en termes de capacité, c'est vraiment là qui se différencie des autres, puis c'est là qui est intéressant. Donc, il y a des habiletés pour pivoter derrière les pare-feux. Ça veut dire que quand il infecte un routeur, il va scanner sur toutes ses interfaces internes, externes, puis il va essayer de trouver d'autres victimes à l'externe, couplé avec du NAT Traversal. Donc, oui, son fonctionnement normal, c'est que quelqu'un de l'Internet vient le rejoindre pour envoyer des commandes, mais il y a un mode où il va chercher sur Internet. Donc, si vous avez du NAT, il va être capable d'aller trouver un rendez-vous server sur Internet, puis à partir de ce rendez-vous server-là, passer des commandes. Donc, les deux fonctionnalités ensemble sont très intéressantes, puis ouvrent des scénarios de pénétration dans les réseaux possibles. Il y a aussi un proxy service custom, donc qui supporte à la fois dans la même fonction HTTPS proxying, HTTP proxying, SOX 4 et 5 dans le même bout de code. Ça n'a pas été, c'est pas des librairies qui ont été mises ensemble, c'est vraiment une grosse boîte. Il y a aussi un generic sniffer qui est configurable par le Command and Control Server, donc qui a une loop sur un socket, un raw socket qui va essayer de matcher certains patterns. Puis si ça match ce qu'il veut trouver sur le réseau, il va l'envoyer au Command and Control Server. Puis il fait aussi du DNS hijacking, donc il est capable de remplacer le DNS. Thomas va parler des conséquences de ça tantôt dans les deux derniers malwares. Comment il se propage? Donc, il va allouer énormément de threads. Il roule jusqu'à 35 threads en concurrence à essayer de se propager. Il y a certaines threads, une dizaine, qui vont faire du random scan sur Internet, qui vont faire je vais vous dire c'est quoi l'attaque vecteur dans la prochaine slide. Il y en a 20 threads qui vont être dédiés aux IP proches de son IP public. Donc, il va déterminer son IP public, puis il va scanner proche de lui. C'est une tentative pour bypasser les firewalls qui seraient mal configurés, probablement des ISP. On n'est pas certain, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus d'infections qui se faisaient par cette technique-là que par la technique traditionnelle. Parce que il rapporte au CNC qu'est-ce qui fonctionne, puis quand on l'a observé en honeypot, ça a été ce qu'on a vu. Donc, sa technique d'utiliser le /15 le plus proche de son IP public, puis d'allouer beaucoup de ressources à ça, est plus payante que de scanner random sur Internet. Ensuite, il va lancer un thread par interface réseau puis par IP interface, subnet, en fait, sur le LAN. Donc, c'est comme ça qu'il se propage. Qu'est-ce qu'il fait pour se propager? C'est du credential brute force telnet. Encore une fois, un peu plate, il n'y a pas de 0D, il n'y a pas d'exploit. C'est juste du telnet brute force. Il y a une word list de 304 user pass qui n'a jamais changé à travers toute la durée de vie de notre investigation. Le protocole de compromission est le suivant. Le CNC est impliqué. Donc, le routeur qui infecte un autre routeur va ramasser des informations, les chiffrer, les envoyer au Command and Control Server. Le Command and Control Server va prendre une décision puis pousser des commandes à travers la boîte au centre. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ce n'est pas tous les binaires qui vont être droppés sur la victime, c'est seulement la bonne pour son architecture parce que l'information a été collectée préalablement puis envoyée au CNC. Fait que ça veut dire que c'est plus dur d'avoir accès au sample, donc qui est le nerf de la guerre de l'analyse de malware. Aussi, le CNC peut accumuler plus d'informations. Donc, il peut dire, ce proc CPU-là, j'ai jamais vu ça. Il faudrait peut-être qu'on le supporte parce qu'on en scanne pas mal. Donc, il peut décider, OK, on va supporter telle nouvelle architecture ou tel nouvel environnement en ayant cette information-là. Désavantage, si le CNC est down, donc s'il y a un problème, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de compromission parce que le CNC est impliqué activement dans l'infection. C'est ça. Maintenant encore, pour s'approcher tranquillement vers la conclusion de la description technique, il y a plusieurs choses qui font partie de ce qu'on peut appeler de l'anti-analyse. Donc, c'est un binaire statique strippé de ses debugging symbols. Ça, c'est pratique pour les malware operators pour rouler n'importe où, donc pas se soucier de la libc présente sur le système qui est infecté. Mais pour nous, ça veut dire qu'il faut regarder tout le code, il faut reverse engineer tout jusqu'au syscall, donc l'interface avec le kernel. Puis ça, dans le cas de Moose, c'est 300 cas de code.
C'est énormément d'assembleurs quand on y pense, là. Donc, c'est très long, puis c'est vraiment quelque chose qui ralentit là, la rétro-ingénierie, principalement parce que les outils sont pas... ils n'aident pas beaucoup, là. Les outils sont très x86 focused. L'environnement est dur à reproduire, donc on n'était pas capable d'accumuler aucune information tant et aussi longtemps qu'on n'a pas roulé un vrai honeypot avec QEMU live sur Internet qu'on infectait puis qu'on regardait les résultats, qui étaient reachable de l'Internet. Fait que le NetTraversal, l'opérateur s'en sert pas vraiment. Ce qui fait que ça a pris plus de temps. On pensait que c'était mort, finalement, non, on a réussi en ayant des environnements très, très similaires à ce que ça infecte. Il y a aussi des strings qui sont dedans, qui sont là juste pour mélanger les gens. Il y a une string de getcool.com dans un host header HTTP, mais ça n'a aucun rapport avec le botnet. Puis ce qui est drôle, c'est que quand on a collaboré avec des gens, eux sont sautés sur ces strings-là, puis ils ont dit « Ah, on va faire un takedown du domaine, on va faire un takedown du domaine. » On était obligé de leur dire « Non, non, les gars, genre, c'est pas ça, là. Il faut reverse engineer, les IP sont hard-codés en binaire, c'est pas getcool.com. » Fait que ça fait un peu, c'était un petit malaise qu'il y avait, comme « Ah, vous avez comme pas vraiment travaillé, vous avez juste fait strings. » Donc, en gros, toutes les opérations que je vous ai décrites ici se résument par ce simple diagramme-là qu'on va regarder très longtemps. Maintenant qu'on a vu, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, un potentiel d'espionnage puissant, une capacité d'infiltration et de pénétration intéressante. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ben, c'est un peu dommage. Ils ont sniffé des cookies de réseaux sociaux. Donc, ils ramassent des cookies Twitter, Facebook, Instagram. Sauf que ils font pas de man in the middle sur le SSL. Donc, si les cookies sont chiffrés, ils les voient pas. Et les cookies des réseaux sociaux sont chiffrés. Donc, à toute fin pratique, ça fonctionne pas, cette partie-là. Ensuite, on a regardé le proxy. Qu'est-ce qu'il y a dans le proxy? Là, ce qu'on voit ici en bleu, c'est du trafic qui s'en va vers des réseaux sociaux. Ce qu'on voit en jaune, c'est le trafic du botnet lui-même pour se maintenir. Principalement, déterminer c'est quoi son propre IP public. Donc, on voit que... Puis le bleu, c'est le reste. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne se servent pas de ça pour vendre des VPN privés, pour faire des DDoS, pour faire quoi que ce soit. Non, ils s'en servent pour aller sur les réseaux sociaux. OK, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ensuite, on a regardé quel réseau social. Vu que c'est beaucoup du HTTPS, on pouvait regarder ça grâce au certificat. Fait que même si ça s'en allait tout dans le cloud, on pouvait regarder le certificat SSL puis savoir la destination réelle. On a vu que 49% est vers Twitter, 47% vers Instagram. Le 3%, c'est Others, puis Others est spécifié et éclaté sur le côté. La petite ligne grise, pointillé gris, on ne voit pas trop. Mais donc, c'est pas comme... C'est le Others de 3%, donc on ne va même pas regarder c'est quoi. Fait que là, on était comme, ah ouais, c'est bizarre. On s'est mis à regarder le trafic un peu plus en détail. Puis, on a vu des users dans le trafic, genre juste avant l'upgrade vers HTTPS. Fait qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à en suivre plusieurs puis à regarder le pattern. Ce qu'on a trouvé comme pattern, c'est le user est créé, il va follower jusqu'à 50 personnes sans jamais toucher à 50, tout le temps en bas de 50, en dedans d'une journée. Il va y avoir beaucoup de follow en étoiles, donc qui se follow entre eux puis tout ça. Puis ensuite, à travers tous ceux qui follow, il va y avoir des business ou des personnalités ou des accounts random qui vont avoir beaucoup de ces gens-là, de ces graphes-là qui se font follower par les users qu'on a vus dans le trafic. Un exemple, Signé, qui est je ne sais même pas c'est quoi en fait. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a aucune présence web, pas beaucoup de présence sur les autres réseaux sociaux. Donc, c'est un peu étrange de voir ça avec autant de followers, avec aussi peu de posts et en followant aussi peu de gens. Il n'y avait même pas de site web pour ce... non, c'est pas vrai, il y avait un site web, mais c'était comme une page d'accueil vide, là. Donc, on s'est dit, OK, 3000 users, peut-être que c'est legit. On va regarder, on va continuer à traquer ce compte-là. Après une semaine, boum, 11 500 followers. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, peut-être qu'ils achètent des followers parce qu'il y a une activité, une augmentation de 9000 followers sans qu'eux aient fait rien à part poster 2 nouvelles images puis follower une personne de plus. Donc, on trouvait que c'était très asymétrique par rapport à un réseau social normal. Rien dans Google News, rien sur leur site web de nouveau. Donc, c'est vraiment, à notre avis, des gens qui payent pour se faire booster. Puis, ben, on était comme, c'est dommage bizarre, puis on connaît rien de ce milieu-là. On va pas commencer à passer des mois à essayer de comprendre ce business model-là. Donc, on a essayé de collaborer avec les réseaux sociaux. Puis, ben, eux, on leur a envoyé des P4, tout ça.
Puis pour eux, c'était inintéressant. C'était plus, est-ce que ça touche les ads? Non. Ah, ben, c'est pas grave. Fait que, hein, on check notre argent, c'est normal. Donc, pour conclure aussi, l'opération avait du anti-tracking. Il y avait le proxy service a une whitelist. En tout cas, c'est un peu technique, mais ça fait que c'est très compliqué pour nous d'évaluer la taille du botnet. En fait, on n'a pas pu le faire. On a demandé à Rapid7 de faire des scans, mais vu qu'il n'était pas dans cette whitelist-là, ça n'a rien donné. Donc, on n'a pas eu de résultats. S'il n'y avait pas eu cette fonctionnalité-là, on aurait pu avoir une idée réelle sur Internet, publiquement accessible, de toute la taille du botnet. Donc ça, c'est vraiment un bon design, un bon en tout cas, pour eux, là, choix de design des gens qui ont fait ce malware-là. On était aveugle à cause du HTTPS partout. Donc ça a aussi complexifié l'analyse. On se base vraiment sur très peu d'informations. Puis le hijacking DNS, les serveurs, à cause de l'implication du Command and Control Server dans le processus d'infection, on n'a jamais eu les IP de ça. Donc, on n'a jamais pu auditer quel site était redirigé. Est-ce qu'il faisait du phishing? Est-ce qu'il faisait de l'injection de JavaScript, comme Thomas va le décrire tantôt? On ne sait pas. L'opération se résume comme ça. Donc, les cookies sont volés, sont exfiltrés aux opérateurs. Beaucoup de réseaux sociaux, ils se propagent. Puis, il y a une victime que son trafic passe à travers, finalement, un routeur infecté. Puis, à toute fin pratique, il n'y a pas de tentative d'infecter la victime derrière le routeur. Donc, passons maintenant à pourquoi c'est un animal étrange, comme Thomas l'a dit au début, puis nos réflexions sur ce dossier-là. Le focus est très différent des autres menaces de routeurs embedded qu'on a vues. Donc, ce n'est pas dans le DDoS ni dans le Bitcoin Business Model qui est le classique du embedded. On n'a pas trouvé de variante x86 qui aurait simplifié énormément notre travail de rétro-ingénierie. Donc, ça, c'est un peu clever de leur part de faire ça. Puis, à toute fin pratique, c'est contrôlé par un seul groupe d'acteurs. Donc, il y avait juste une série de Command and Control Server. Il n'y avait pas comme plusieurs ensemble. Puis, il n'y a pas de leak de code source qu'on a trouvé. Donc, c'est une hypothèse, le dernier point, mais il n'y a rien qui nous laisse croire qu'il serait plusieurs. Il manque aussi des features assez importantes, dont la persistance. On se l'explique en se disant que si jamais ton routeur est infecté puis qu'il se met à aller mal ou que ton Internet va mal parce que ton lien est saturé à cause que ton routeur scanne l'Internet, ben, ce que tout le monde va faire, c'est déploguer le routeur, le reploguer. Est-ce que ça arrive encore? Non. Ah, bon, ben c'est correct, c'est réglé. Donc, je ne change pas mon mot de passe admin, je ne me demande pas si j'ai été infecté. Non, j'ai juste rebooté. Puis, Moose va revenir plus tard, comme il t'a trouvé la première fois, revenir plus tard, puis scanner, puis rentrer avec admin ou whatever, l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on s'explique le manque de persistance. Puis pas non plus d'accès en ligne de commande générique offert à l'opérateur, sauf qu'il est rentré par des credentials faibles, puis l'opérateur connaît l'IP de la machine. Donc, c'est des manques de features bizarres qui n'est pas classique avec les autres malwares, mais qui s'expliquent normalement. Donc, on trouve que le Moose a voulu viser haut, puis il n'a vraiment pas fait grand-chose. Très déçu du Social Network Fraud. Le sniffer qui sert à toute fin pratique à rien. Le DNS hijacking qui est possible, mais qui supporte juste quelques devices, donc à peu près 3-4 routeurs différents qui sont supportés. Pas de ad fraud. Le ad fraud, ça nous aurait tellement permis d'avoir des collaborations intéressantes avec les gens des réseaux sociaux, mais non, pas de ad fraud. Pas de spam, pas de DDoS encore, comme je l'ai dit. Donc ça aurait été des moyens pour eux de profiter de la bonne réputation de l'IP de la personne infectée. Parce que c'est pour ça qu'ils font ça. Ils ne peuvent pas poker directement les réseaux sociaux d'un serveur ou d'Amazon parce qu'ils vont se faire bloquer très rapidement. Ils font ça en déployant ça à travers chez les gens à la maison qui sont infectés. Puis, ben, ils auraient pu faire d'autres choses avec cet avantage-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a publié? Ben, quelques semaines après la publication, les serveurs ils ont été cleanés ou fermés. Puis ensuite, après un reboot, on se disait, tout le monde va finir par rebooter son routeur un moment donné, là, ça finit tout le temps par aller mal, ça, puis faut-tu le reboot. Donc, ça devrait comme disparaître s'il n'y a pas rien de nouveau qui est reparti. Fait qu'on a observé, à travers des probes du SANS, donc le Storm Center du SANS, l'activité globale de l'Internet sur le port 10.073. La flèche rouge représente quand est-ce qu'on a releasé notre paper. Les pics blancs, on pense que c'est les scans de Rapid7. On leur a demandé tôt un scan de l'Internet, ils l'ont fait.
Puis je pense que tout de suite après qu'on a releasé notre rapport, ils ont dit « Hey, on va réessayer, voir si on ne veut pas trouver de quoi ». Fait qu'on a 2 pics de scan de l'Internet et on a la menace finalement qui, comme on s'y attendait, décline tranquillement pour arriver à toute fin pratique à rien. On a déclaré victoire. Là, je m'apprêtais à aller à Virus Bulletin en septembre pour dire « Ah, le papier est plus fort que l'épée, on a gagné la plume, en tout cas, whatever ». Je fais un péronisme right there. La plume est plus forte que l'épée. On a réussi, grâce à notre paper, à cleaner une menace sur Internet. Mais finalement, les gars, ils ont releasé un nouveau sample en septembre et ils ont changé le port du proxy service comme on s'y attendait, dans le fond, parce qu'on les traquait à travers ça. On l'avait mis dans notre rapport, dans les screenshots. Ils ont changé la façon de sélectionner le CNC server. Donc, il faut avoir un meilleur honeypot pour capturer c'est quoi le CNC parce qu'il n'est pas dans le binaire. Donc, d'avoir juste le binaire, c'est plus suffisant. Puis, il y a plusieurs différences. On est encore en train de l'analyser. Puis, on prend notre temps. On ne se fie pas sur les strings. On essaie de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, si on surveille ce nouveau port-là, l'activité sur Internet, ah, tiens donc, en fin août, ça commence à lever. Donc, si on met ça en corrélation avec la release du paper, ben, on a finalement que les opérateurs de malware ont pris un petit break cet été pour coder la version 2 du botnet. Puis là, ben, ils viennent de la lancer. Donc, ça veut dire plus de travail pour nous à chasser l'orignal. La saison. Fait que c'est une menace étrange. Maintenant, je passe à Thomas pour parler des exploit kits. Donc, non, c'est à moi ça. Donc les exploit kits ont fait en fait récemment une apparition sur la scène de l'embarqué. Donc brièvement, qu'est-ce que c'est un exploit kit? Comme son nom l'indique, ce sont des kits qui visent à automatiser l'exploitation de vulnérabilités, et ici principalement des navigateurs Internet, donc Chrome, Firefox ou encore Internet Explorer. Ils visent aussi les plugins qui sont utilisés par ces navigateurs, donc par exemple Adobe Flash, Adobe E-Reader ou encore Java. En un schéma, ça donne quoi? On a un utilisateur qui va aller sur Internet, il va tomber sur un site qui est compromis. Donc l'exploit kit va détecter les versions du logiciel, des logiciels utilisés par l'utilisateur. Par exemple, quelle est sa version de navigateur, quelle est sa version de système d'exploitation ou encore de plugin. Et suivant la version détectée, il va rediriger l'utilisateur, par exemple, par le biais d'une iframe, vers l'exploit correspondant et donc exécuter le code sans son approbation. Donc on parle des exploit kits parce qu'en début d'année, Caféine, un blogueur, a publié un article sur un des premiers, si ce n'est le premier, exploit kit, donc targetant les routeurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser donc une CSRF, donc une exécution de code à travers une page HTML avec une liste de credentials par défaut, donc comme on a vu un peu précédemment avec Moose, pour changer le DNS des routeurs. Donc comment il va faire ça? Rapidement, un morceau de code de la CSRF. Donc on va voir en PDNS ici, donc l'IP du DNS primaire qui va changer sur le routeur. En dessous, on va voir donc l'IP du DNS secondaire, donc qui va être un DNS légitime, c'est celui de Google. On peut penser qu'il met un DNS secondaire légitime pour éviter de dévier des soupçons si la personne fait des requêtes DNS et qu'elles ne sont pas résolues. Et enfin, une liste de mots de passe qui va être utilisée dans le cas où il ne reconnaît pas le modèle du routeur. Par exemple, quand on a un routeur de la gamme Belkin, on va avoir une fonction donc, qui va gérer ce genre de modèle, donc avec un mot de passe. Donc avec un mot de passe déjà entré préalablement. Et donc du coup, juste changer les DNS à travers cette CSRF. Donc un autre exemple pour les routeurs Motorola, celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'elle utilise donc des images, mais par exemple,
on peut voir ici donc le login admin et le mot de passe Motorola. Donc, comme la plupart des exploit kits, les opérateurs vont essayer de faire en sorte de garder cet exploit kit à jour et de l'améliorer. Donc, une des premières améliorations qu'ils ont fait ont été l'obfuscation, donc rendre le code plus difficile à comprendre. Dans ce cas présent, il a chiffré tout son code avec de l'AES, donc ce qui est beaucoup plus difficile au premier coup d'œil à comprendre ce que l'exploit kit fait. Une des autres améliorations qu'il a fait, c'est l'implémentation de CVE. Donc une CVE, qu'est-ce que c'est? C'est une vulnérabilité donc, qui porte un numéro, donc comme ici la 2015-1187, et qui est connue du grand public. Cette CVE, dans notre cas, elle cible les routeurs de la gamme D-Link, donc le modèle 636L, et permet d'exécuter du code à travers une commande à cause d'un problème d'authentification sur le routeur. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a? On a un exploit kit qui permet de changer le DNS du routeur, qui laisse aucun fichier sur la machine et donc qui est multiplateforme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ben, ils peuvent faire du man in the middle sur les sites de banque, ils peuvent faire du phishing ou encore de la fraude. Par exemple, pour la fraude, ils peuvent faire de l'injection via Google Analytics Domain Hijacking. Donc en fait, le JavaScript des pages qui ont du Google Analytics est remplacé par du JavaScript malicieux. Et en l'occurrence, on peut par exemple injecter des iframes dans des pubs ou remplacer des pubs existantes par des pubs qui vont rapporter l'argent donc à l'opérateur. Ici, on a un exemple d'une fonction qui va ajouter une pub, donc le site AdCache, donc qui va permettre de récupérer de l'argent, donc de récupérer la pub pour le tiers. Quand on aborde le sujet des malwares, c'est difficile de ne pas parler de Windows. En fin 2013, début 2014, notre collègue Benjamin a découvert un nouveau composant de Sality, donc AirBrute. Sality, pour rappel, c'est un botnet peer-to-peer qui envoie principalement du spam. Et ce nouveau composant, en fait, va apporter au botnet un nouvel angle d'attaque, donc un nouvel angle d'injection à travers les routeurs. Donc ce composant a pour but d'infecter la machine donc avec Sality. Donc, comment fonctionne AirBrute? Dans un premier temps, donc, il va récupérer une liste d'IP à scanner du CNC, donc du Command and Control. Il va scanner ces IP et rapporter ses trouvailles au Command and Control. Dans le rapport qu'il va faire, il va aussi inclure le modèle du routeur. Donc, le modèle est récupéré de l'attribut Realm dans le HTTP Authentication. Et on peut voir, quand on fait une simple commande string, par exemple, sur le binaire, les différents modèles qui vont être supportés par AirBrute. Donc, par exemple, on peut voir du D-Link, du TP-Link ou encore du ZTE. Donc, une fois cette liste envoyée au CNC, celui-ci va lui répondre avec une liste de mots de passe à essayer pour faire le brute force. Donc, couplé avec les logins qui sont eux aussi dans le binaire, AirBrute va faire un brute force donc sur le routeur pour essayer d'avoir un accès dessus. Et après ça, donc, utiliser encore une CSRF. Ici, on a trois types de différentes CSRF qu'il va utiliser. Donc, toujours pareil, avec le DNS primaire, donc, qui va être le DNS malicieux, et le secondaire qui va être légitime. Dans notre cas encore, celui de Google. Donc, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, l'utilisateur, à chaque fois qu'il va vouloir aller sur des sites Facebook ou encore Google, il va être automatiquement redirigé vers une fausse page pour installer Google Chrome. Donc, une fois que l'utilisateur a téléchargé ce faux Google Chrome et installé, donc ça requiert quand même son action, son approbation.
Après l'installation, donc, Sality, donc ce qui va être téléchargé, va changer le DNS de l'ordinateur, donc à travers la clé de registre, pour mettre le DNS de Google, donc encore une fois. Mais on peut se demander pourquoi infecter un utilisateur avec AirBrute alors qu'il aurait pu, au préalable, l'infecter directement avec Sality. Ben, on peut imaginer un instant qu'on va aller dans un coffee shop, donc aller chercher un café, se connecter à l'internet, aller sur des sites peut-être plus ou moins légitimes, être infecté par AirBrute, donc celui-ci va changer le DNS du coffee shop, l'utilisateur va être infecté par Sality, mais toutes les personnes autour, lorsqu'elles voudront aller sur Google ou encore sur Facebook, vont être elles aussi redirigées vers cette page pour télécharger donc ce faux Chrome et donc d'autres victimes potentielles d'infection pour Sality. Donc le schéma ici représente le taux de détection de Sality. Donc on peut voir au niveau de la flèche juste avant le pic. Donc c'est le moment où AirBrute a été release. Donc on voit quand même que c'est un léger pic parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que la liste de mots de passe que le CNC renvoie est une liste d'à peu près 10 mots de passe et juste 4 logins. Donc c'est quand même vraiment peu agressif comparé à Mousse dont Olivier a parlé tout à l'heure qui envoie une liste de 300 mots de passe, donc qui est quand même beaucoup plus agressive. Donc, ça prend un petit peu de temps, parfait. Donc, pour conclure, là, nous, on veut insister encore sur le fait que le Internet of Things malware, c'est vraiment juste du rebranding marketing pour vous vendre quelque chose dont on parle. En fait, la réalité, c'est que c'est du embedded malware. Donc, c'est des embedded systems qui roulent Linux qui se font infecter. C'est pas très complexe, là, le malware qu'on a vu aujourd'hui. C'est plutôt simple. C'est pas aussi complexe ou avancé que ce qu'on retrouve sur Windows. Donc, on n'est pas encore rendu là. Donc, c'est le temps de réagir par rapport à ça. Nos outils, puis la visibilité qu'on a, puis nos processus actuels d'investigation, nos honeypots, etc., ont besoin d'aide. Il faut travailler là-dessus, il faut les améliorer. C'est vraiment une nouvelle, en tout cas, une semi-nouvelle sphère, dans le fond, en termes de malware. Puis, pour l'instant, c'est quelque chose qu'il y a peu d'attention en termes de sécurité, donc c'est très vulnérable. On l'a vu, toutes les menaces qu'on a parlé aujourd'hui, on parle de credentials par défaut, puis on parle d'accessibilité à Internet, que ce soit via des infections Windows ou que ce soit via directement une connexion d'Internet. La prévention est simple, ok? C'est juste de changer le default username puis password de ces devices-là en général. Ok, c'est sûr, à un moment donné, il va y avoir un autre shell shock, puis là, ça va être l'apocalypse parce qu'on ne peut pas patcher nos routeurs. Mais on va tous les jeter, on va tous acheter une nouvelle génération qui va peut-être être plus sécuritaire. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qui va arriver. Mais en attendant, le seul conseil concret que je peux vous donner, c'est à chaque fois que vous vous connectez sur un réseau sans fil de quelqu'un que vous connaissez, allez donc voir la page d'admin. Essayez de rentrer dedans avec admin ou admin 123 ou admin 123 admin. Puis ce genre de mot de passe-là. Si vous êtes capable de rentrer, changez donc le mot de passe. Mettez quelque chose qui a du bon sens, écrivez-le sur un post-it, puis allez le mettre sur le routeur. Même pas obligé d'y en parler, c'est trop technique. Puis si vous faites ça à tout le monde, vous allez probablement réussir à diminuer la menace du fameux Internet of Things qu'on a appelé aujourd'hui pour l'humour Internet of Threats. Donc, un petit conseil, c'est ça, les amis ne laissent pas leurs amis rouler avec un routeur qui a des credentials par défaut. Merci beaucoup, et c'était de la part de E7 Canada Research. Est-ce qu'on prend les questions ici ou on se pousse? On a 5 minutes pour des questions? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Si c'est SSL, c'est sûr qu'il y a une alerte. Oui, en effet. Tout à fait. Moi, là, tu sais, pré-SSL, il y avait du man in the middle, mais anyway, c'est lourd aussi parce que tout s'en va vers un IP tierce, puis là, il y a des délais.
Le modèle classique, c'est vraiment ce que Thomas a parlé. C'est du JavaScript dans Google Analytics. Fait qu'ils vont répondre le bon IP de toutes les requêtes DNS que tu fais, sauf analytics.google.com ou whatever, c'est quoi. Puis là, il va te retourner l'IP d'un serveur qui va donner un JavaScript malicieux qui va remplacer tes ads dans tes sites non HTTPS. Le reste, ils s'en foutent. Ils veulent faire de l'argent. C'est ça qu'ils font en ce moment. C'est le state of the art. D'autres questions? Juste pour valider l'information, normalement, je pense que le site request boundary est mitigé dans les nouveaux browsers. On est plus capable de faire du wireframe, on est plus capable d'exécuter un JavaScript vers un autre serveur. OK, il y a du XSS, si j'ai bien compris la question, il y a du XSS Protection qui est à on dans les browsers, OK? Donc, tu peux pas te faire du XSS, mais là, c'est du CSRF qu'on a parlé. Puis ça, là, c'est vraiment un mot fancy pour dire, ils ont mis une action qui aurait dû protéger par un login, mais que tu peux faire directement, puis passer les paramètres dans le get. CSRF, c'est juste ça. Puis ça, il n'y a pas de mitigation in-browser qui va pouvoir empêcher ça. C'est la stupidité du fabricant, là, qui pourrait prévenir ça. C'est son absence de stupidité, en tout cas. Vous avez compris. Il n'y a pas de mitigation C-Surf dans les browsers. À moins que je me trompe. Étant donné que ce soit le même domaine, tu touches au local. Tu peux le faire avec un image tag. Tu peux faire un image, faire semblant que l'image elle vient de CGI bin, login, puis avec les paramètres. Il n'y a rien qui empêche ça. Donc, l'image tag va aller fetcher l'image. Donc, il va faire un get sur l'URL. Ça va triggerer le payload sur le routeur. Je pense pas qu'il y a de prévention. Le Same Origin Policy va t'empêcher de faire des posts puis d'exécuter du JavaScript. Mais dans tous les cas qu'on a listés aujourd'hui, c'était uniquement un get était suffisant pour triggerer le changement de DNS. Oui? Ah, tu vois, ça, je ne savais même pas. Bon ajout. Donc, même un post base serait possible tant que tu n'as pas besoin de la réponse. Excellent ajout. D'autres questions? Sinon, ben, on est disponible pendant tout. C'est pas vrai, on s'en va faire le CTF. Après le CTF, on va être disponible si jamais vous avez des questions. Idéalement, si vous avez des honeypots ou des trucs, que vous avez des malwares que vous avez besoin d'analyser, les gars d'E7, ils aiment ça, les samples. Vous pouvez leur envoyer les samples par email. Ils sont très prudents. Donc, n'hésitez pas à quoi que ce soit que vous voyez, à entrer en contact avec nous. C'est vraiment une équipe dédiée à la recherche qu'il y a à Montréal. Donc, pas de vente, on va pas vous donner des trials de nos produits. Là. C'est pas pour ça qu'on est là. Merci beaucoup.